Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Manger c'est voter depuis la Charente-Maritime. Nous sommes devant le port de La Rochelle que vous avez bien sûr reconnu. Et je vais retrouver la sénatrice Les Républicains, Corinne Imbert. Avec elle, nous allons parcourir ce territoire à la rencontre de professionnels qui perpétuent et transmettent des savoir-faire, des traditions. La Charente-Maritime, c'est un territoire avec des spécialités connues. Le melon des Charentes, le pinot des Charentes, des coquillages, des ports de pêche. Et pourtant, ces artisans, ces professionnels ont rencontré des difficultés, des épreuves. Et on va voir avec quelle détermination ils ont pu faire face à ces défis. Bonjour Corinne Imbert. Bonjour Perico, comment allez-vous? Très bien, merci. Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'aurais pu vous dire que je me suis fait une entorse en jouant au rugby, mais c'est une entorse tout à fait insignifiante. Eh bien, si votre jambe le permet, je vous propose, puisque nous sommes en Charente-Maritime et sur le marais de Poitevin, d'aller faire un petit tour en barque. Très volontiers, j'adore ramer. Alors, j'ai vu que vous êtes pharmacienne de profession, alors c'est incroyable ça. Oui, pharmacienne à la campagne, installée en Charente-Maritime depuis 35 ans. Et puis le hasard de la vie a fait qu'à un moment, la vie municipale, maire depuis 2006, conseillère générale, et aujourd'hui sénatrice, grâce à la confiance notamment de Dominique Bussereau, qui m'a proposé de faire partie de l'aventure pour les élections sénatoriales en 2014. Dites-moi, à une période où on regarde un peu de travers le cumul des mandats, maire, conseillère départementale, sénatrice, pharmacienne, vous avez des belles journées? Alors j'exerce encore un petit peu, j'arrive à mener toutes ces activités parce que d'abord je suis bien secondée, parce que j'ai une bonne équipe professionnelle. Vous êtes élu en zone rurale, c'est un village. C'est un petit village de 700 habitants. Donc vous êtes en contact avec des réalités peut-être liées à la ruralité, à l'agriculture, quelques souffrances? Je suis élue d'un secteur rural, ici pas très loin de Surgères, avec une tradition laitière séculaire, et la crise notamment de l'élevage et du lait m'a sensibilisée, et tout l'intérêt du parlementaire et du sénateur, c'est de pouvoir aussi interpeller les ministres quand nous sommes en période de crise. Et même si je siège dans la commission des affaires sociales au Sénat, je ne peux pas ignorer cette question. L'agriculture, c'est l'ADN de notre pays. Madame la sénatrice, le moment est venu d'aller sur le terrain. Je pense que notre programme commence par une séquence forte. Écoutez, nous quittons l'eau pour aller retrouver l'eau. Nous allons rencontrer un jeune mytiliculteur, Benoît Duriveau, mytiliculteur, producteur de moules. Où ça? À Chef-de-Belle, le port de pêche de La Rochelle. Eh bien, on change de berge. On y va. Perico, j'ai le plaisir de vous présenter Benoît Duriveau. Vous êtes en pleine activité là. Pleine activité. Alors on est en pleine activité de débissussage. Débissussage. On retire, quel joli mot. Oui, n'est-ce pas? On retire le petit filament des moules qui se sont accrochés sur les pieux. Qui est un casse-tête pour les particuliers quand on achète des moules, on les faut les à la main. Exactement, voilà. Donc là aujourd'hui on a des machines, des super épilateurs. Elles sont pas bien grosses, hein? Ah, elles sont pas bien grosses, mais elles répondent au cahier des charges. Et ce qui est important, c'est pas la grosseur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Oh, très belle. Allez, je vais la goûter. Et là, elle arrive directement du... Ah là, elle arrive directement du bateau sur les voilà. zones de production et on déguste. Et ça pique pas le fond de la gorge. Non. Hein, ça reste sucré entre le bas du palais et le fond de la langue. Superbe, hein, ça. Ça c'est bon, Ah ça. oui. Hein. Ah oui, il n'y en a C'est pas du sucre. beaucoup, mais il y en a beaucoup dans la bouche. Elle se suffit elle-même. Il y a une longueur en bouche qui reste longtemps dans le palais. Persistance. C'est persistant, c'est très fin. Ça, c'est la typicité des moules de Bouchot. On pourrait dire la même chose en Bretagne ou en Normandie, mais chaque terroir est spécifique sur la qualité de la chair et sur le goût. Suivant les apports C'est les rivières qui des amènent. rivières et des fleuves et les apports du large, il va y avoir une alchimie qui va se produire et on va le retrouver à l'intérieur. En fait, on est en mer, mais c'est un terroir quand même. C'est un merroir. Un merroir. Voilà. Alors, il y a la barge des ostréiculteurs, mais il y a aussi le bateau des mouliers. Il y a le bateau des mouliers, voilà. On est sur un bateau atelier qui fait 20 mètres de long. Bateau aluminium, Bateau médium. fabrication en Vendée. Autrefois, c'était quoi, en bois? Autrefois, c'était en bois. Alors, notre grand-père et notre arrière-grand-père avaient un bateau dont la longueur faisait la largeur de celui-ci. Je vois qu'il y a beaucoup de pertes quand même. Alors là, il y a de la perte dite naturelle parce que c'est du dégrappage. Donc ça, on maîtrise, on récupère les moules qui sont dégrappées, on les remet en élevage. Là où les pertes sont beaucoup plus inquiétantes pour nous et impactent beaucoup plus la survie des entreprises en général, c'est quand tu as des mortalités. On parle mortalité ostréicole depuis les années 2005, 2007, 2008, beaucoup de mortalité dans les huîtres. Et en France, malheureusement, en 2014, on a connu une mortalité exceptionnelle qui a anéanti nos cheptels en Charente-Maritime et en Vendée dans les pertuis de 90%. C'est monté à 90% de pertes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé
ces mortalités de moules, on ne les connaissait plus depuis les années 1960, quand un parasite est venu infester l'intestin des moules parce qu'il y avait une surdensité dans les élevages. Ça, c'est table rase aujourd'hui, tout allait très bien pour la mytiliculture. En 2014, au printemps 2014, après un épisode de forte tempête, après un hiver très doux, donc des facteurs climatiques et environnementaux inhabituels, en 15 jours, les 10 000 tonnes que nous produisons en baie de l'Aiguillon, appellation Charron, se sont réduites comme peau de chagrin à 1500 tonnes commercialisées. Une vraie catastrophe. Aujourd'hui, on a la preuve que des résidus médicamenteux qui ne sont pas traités par les stations d'épuration viennent très fortement perturber la reproduction des huîtres. Bien sûr. Donc on peut se dire la même chose pour les moules. La pollution agricole, elle est rincée par la pluie. L'industriel. Plus un petit réchauffement climatique qui fait que certaines bactéries qui n'étaient pas peuvent vivre. C'est ça. Hein, je parle à la pharmacienne. Ben, un cocktail criminel. On a un cocktail criminel. Ça c'est résolu. Alors, ça c'est résolu en 2015. Pas ou peu de mortalité. Et rebelote en 2016. Madame la sénatrice, là il y a des mesures que les pouvoirs publics, le corps législatif peut peut-être essayer de mettre en place pour éviter ce genre de catastrophe, parce qu'on est dans un problème d'environnement. Tout le littoral est affecté. Tout le littoral est affecté. Le travail du parlementaire, c'est évidemment d'être en veille sur ces questions-là pour pousser le ministre à faire les bons choix, au-delà de l'aide financière, qui sont des réponses ponctuelles sur le plan économique pour les entreprises, mais qui ne sont pas satisfaisantes dans la durée, dans le temps, pour la pérennité des entreprises, parce qu'on ne peut pas, une année sur deux, et j'espère que ça ne se reproduira pas, constater une mortalité importante des moules. Donc en tout cas, dossier à suivre, Ah oui. et on le suivra. Et on le suivra. Bon, on va peut-être en goûter une ou deux maintenant. Allez, on y va. Quel est le nom commercial de ce produit? Moule de Bouchot STG, appellation Charron ou appellation Fort-Boyer. Elle est parfaite. Une pure merveille. Benoît, c'est une production respectueuse de l'environnement, hein, c'est bio, c'est brut, c'est de la mer, c'est un paysage, il y a un savoir-faire. Combien ça coûte dans la grande distribution, un Combien litre, ça coûte? 1 kilo, 4 €. il y a de quoi faire. Avec un kilo de moule, on va un petit peu de beurre, un peu nourrir d'échalote, deux et puis un peu de vin blanc, personnes, et un peu marinière, de ou l'échalote, comme ça, au nature, micro-ondes. comme ça. C'est 3 fois rien à faire. Là, voyez, vous comprenez ce que ça veut dire, manger c'est voter. Complètement. Merci Benoît de bien nous avoir accueillis à bord Merci pendant à vous cette d'être belle venus, croisière à d'avoir fait cet effort travers de l'univers venir. de la moule. Merci, merci. On vous laisse partir en mer. On va y aller. Au revoir. Merci. Allez, bonne mer. Merci bien. Et à Péricot, nous allons rencontrer maintenant un jeune éleveur et jeune producteur de lait, associé avec son frère jumeau. Il s'agit de Pierre-Henri Dubois qui nous attend là. Il est avec son troupeau. Deux jeunes gens qui se lancent et qui prennent la suite de leur grand-père en fait. Hein. Bonjour Pierre-Henri. Merci de nous accueillir. Bonjour Pierre-Henri, je suis très étonné de voir les brunes des Alpes en Charente-Maritime. En Nice, oui. Elles sont belles en plus. Nous, on est 100% herbe, toute l'année au pâturage. C'est génial. Ça c'est rare, hein. Ça, c'est rare. Actuellement, on transforme la moitié du lait qui est produit Oui. en yaourt, fromage blanc, beurre, En fait, c'est du fermier 100%. à 100% fermier. Voilà. Hop, hop, hop. Oui, Donc là, un c'est qu'il y, a mouvement de- il y a une vache qui est en chaleur, ça arrive. Un petit mouvement d'humeur. Alors, il y a de la brune des Alpes et un peu de Holstein. 25 primo Holstein. La brune des Alpes est une vache qui est très productrice ou moyennement? Moyennement productrice. Par rapport à la Holstein, donnez-moi un chiffre. 20% de lait en moins. C'est pas le même lait. C'est pas le même lait. C'est la qualité de la protéine qui est différente. Et actuellement, on n'est pas payé à la qualité de la protéine. On est payé à la quantité de la matière utile. Tenez, il y en a un qui tête là. Alors ça, c'est vraiment le veau sous la mer, élevé à l'herbe. C'est ça. Ça doit coûter une fortune, ça, comme veau. Alors, à 8 jours, ça vaut 1 euro. 1 € le kilo. Non, le veau. 1 € le veau. Exactement. Attendez, 1 € le veau, ça veut dire que vous en faites cadeau. Qui c'est qui... Presque, en fait, on nous demanderait presque de payer pour qu'on nous prenne le veau. Non, mais c'est terrifiant. C'est pas Là, acceptable. je comprends que l'agriculture française soit sinistrée. On marche sur la tête, Péricot. Oui, on marche sur les cordes, oui. Oui, Ah, on ça, marche sur je les veux dire, cordes. c'est C'est ça qui effectivement. reste. Mais bon. Sur Non, mais ces- attendez, on est en Non, mais c'est de la France. folie douce. Labourage et pâturage sont les mamelles de la France, disait Sully. C'est l'emblème de l'agriculture. On sait que c'est une profession sinistrée, le lait. Mais là, on a un élevage de qualité dans un environnement exceptionnel. Un professionnel, un vrai paysan qui se donne du mal pour avoir des bêtes, et son veau vaut 1 €. C'est un scandale national. C'est un scandale, c'est un non-sens économique, et ça veut dire qu'on ne reconnaît pas la qualité. Ça vous choque pas? Ah ben si, après c'est assez... Non, vous avez l'air tout serein quand Non, vous mais dites ça. les producteurs aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont, ils sont assez résignés. Je comprends C'est qu'on n'ait pas pas un envie de faire ça. Est-ce qu'à un moment, ça a remis en cause votre choix? Actuellement, beaucoup de jeunes ne se posent même plus la question de vouloir s'installer dans le lait.
Il y a 30 ans, il y avait 25 000 producteurs de lait en Poitou-Charentes, autour de 3 500 Charente-Maritime. Actuellement, on est autour de 220 producteurs de lait en Charente-Maritime. On va sûrement passer en dessous de 200 rapidement. Donc c'est quand même inquiétant. 3500 il y a 20 ans pour 200 aujourd'hui. Exactement. Ah, c'est un génocide. Hein. Complètement. Donc là, elles vont aller à la traite? Avant la traite. Voilà. Bon, bah, on va vous Donc accompagner. des fois, elle part toute seule. Hein. Elle part toute seule. Allez les filles! En route, à la traite. Bon là, c'est un petit peu en avance. Allez, Titi, allez, allez, allez. pas motivé. Impeccable, j'ai... Mince, oula. Ah merde, je suis pas... Stop, arrête. Belle scène de ruralité. Allez, quel courage! Ah oui. Et l'énergie que ces gens la mettent. Vraiment, il y a une injustice flagrante dans la gestion de l'agriculture de ce pays. Je comprends pas. Là, je comprends pas. Enfin, si, on finit par comprendre parce qu'on sait que c'est les règles des marchés. Oui, mais quel gâchis. Et les syndicats agricoles qui, finalement, ils n'ont pas vu passer l'histoire. Ouais. Ils étaient à contre-courant. J'aime bien ce sauteur de paille aussi. La belle. Allez. Allez, belle. Hop, avancez. Est-ce qu'on peut goûter le lait? Pas de souci, on va faire un petit jeu. On va traire une Prémolstein, une Brune des Alpes, et vous allez me dire si vous êtes capable de savoir quel lait et à qui. Ah bah je relève le défi. Vous allez m'aider quand même. Ok, Perico. S'il il trouve, il est fort. Bon, mais il veut goûter. Hein. Il regarde la couleur, non? La couleur, ça peut se voir. Allez, on y va. Allez, Perico. Le moment de relever le défi. Bon. Là, j'ai un lait qui est riche, qui est gras, assez souple, un peu fruité, mais pourtant assez court en bouche. Sur celui-là, j'ai un lait qui est gras, sur la teinte un peu plus foncée, plus floral et plus persistant en saveur. Prémolstein, Brune des Alpes. Bravo, 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 bravo. C'est deux laits bien différents. Et ça, c'est bien la preuve que cet élevage est propre et que la distinction géographique et climatique se fait à travers le Pied de la Vache. On est dans un élevage paysan fermé. Donc mon frère jumeau Arnaud est en train de... Donc là, on est dans la salle de fabrication, on fait tout, le beurre, le yaourt, le fromage blanc. Là, on est en train de finir d'écrémer. On va aller voir dans la boutique. Ah, on peut acheter directement à la ferme. Directement. Ah, bien. Ah, c'est vraiment du producteur au consommateur. Donc avec un litre de lait de vache, vous faites tout ça. Oui, oui. Et il y a autant de produits dérivés. Est-ce que vous en vivez? Ou péniblement? Simplement pour l'instant. Ouais. Parce que l'exploitation repose sur deux ateliers. Il y a le lait et la vente directe. Mais il y a une partie du lait qui est vendue à la laiterie. Malheureusement, aujourd'hui, nous, on perd au moins 1 500 € mensuels avec le prix du lait qui est pour revenu. Actuellement, c'est le laboratoire qui paye un petit peu de revenus et surtout qui paye beaucoup de charges spécifiques à la production laitière. Donc c'est pas normal qu'on puisse pas mieux rémunérer les producteurs. Nous, aujourd'hui, on a une lueur d'espoir grâce à la vente directe, mais sans vente directe, aujourd'hui, on se poserait la question d'arrêter. Il faut se dire les choses comme elles sont. C'est un vrai problème, ça, hein, Madame Imbert. C'est un vrai problème. Quand le ministre de l'Agriculture dit le gouvernement ne peut pas fixer les prix du lait, autrefois les prix étaient dirigés, c'est vrai, depuis 1976 c'est pas le cas, est-ce que les pouvoirs publics, l'État peut à un moment donné dire ces gens-là doivent être rétribués à hauteur de ce que ça leur coûte? Moi, je crois, ça serait un signe fort. C'est pas possible qu'on continue comme ça. Eh bien justement, puisque manger c'est voter, nous on va voter hein, nous, en mangeant, voilà, on va vous prendre une petite motte de beurre, 1 litre de lait, et puis des yaourts. Des yaourts. Qu'est-ce qu'il y a comme parfum? Il y a... On a framboise, fraise, citron, noix de coco, vanille, abricot, Eh bien, il y a du choix. ananas. On va en prendre 2 de chaque hein, dans les yaourts. Et le beurre fait envie, hein. Et le beurre fait Avec envie. les fruits, non? Alors, avec les fruits et puis on aromatisé. Voilà. Extra. Même le fruit est superbe. On va goûter un peu de pêche quand même. Posez ça là.
Et puis, qu'est-ce que j'allais vous dire? Je crois que j'ai pas goûté l'abricot. Vous préférez m'avoir en photo qu'en direct? Bravo. Chapeau, hein. Allez, on va goûter juste un petit peu de lait. Très bon. Chin. Chin. Sublime. Ça me fait la même émotion qu'un grand vin, parce que ça me raconte l'histoire de ce terroir, et puis la passion et l'amour que vous mettez à faire ce que vous faites. Bravo les jumeaux. Curieux endroit quand même, hein? Rassurez-vous, Perico, je vais vous faire rencontrer un jeune volailler qui est installé depuis 1 an ici à Benon. Il s'appelle Maxime Fillonneau. C'est un vrai défi parce qu'il a racheté cette propriété pour faire du vrai poulet, comme vous les aimez. C'est un éleveur bio. Il produit une partie de ses céréales pour nourrir ses animaux. D'accord. Et vous allez voir, c'est quelqu'un de courageux. Il faut lui faire confiance. Je suis curieux de voir ça. Maxime ? Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour Maxime, merci de nous recevoir. Merci à vous de venir me rencontrer sur mon exploitation. Elle pond dehors? C'est toujours comme ça, il y en a toujours quelques-unes qui... À l'état sauvage, hein? C'est ça. Comme autrefois. C'est impressionnant votre installation. C'est impressionnant, ouais. Ces grands hangars comme ça, désaffectés. C'était quoi avant? C'était un élevage de poules pondeuses en cage. Ah oui, industriel, intensif. Ouais. Ça partait où? En grande surface avec le groupe Leclerc. Ah d'accord. En majeure partie. Et là, vous faites le contraire? C'est ça. Ben, moi, je vends mes produits sur les marchés avec des associations de consommateurs, les AMAP, La Ruche qui dit oui. Ah oui, et elles vivent tranquilles, heureuses? Bah ouais, comme vous le voyez, ils se font des bains de soleil. Donc ça donne des bons poulets. Ça donne des bons poulets. C'était une volonté de vouloir m'installer en agriculture. J'ai emprunté 106 000 €, j'avais pris aucune subvention et j'ai eu la chance surtout d'avoir un banquier jeune qui a cru en moi et qui m'a dit qu'il fallait croire dans le bonhomme pour vous suivre. Est-ce que vous pensez qu'au niveau des pouvoirs publics de l'État, il y a suffisamment de soutien à ce genre d'initiative qui est méritante, qui est courageuse? Non, il n'y a pas assez de soutien et en général, on ne leur fait pas confiance à ces jeunes qui ont un projet, qui ont cette volonté, qui ont le courage. Il a du courage, il prend des risques là. Il a rencontré un bon banquier. Il a rencontré un bon banquier. Et tant mieux. Voilà, et tant mieux, il y a encore des bons banquiers. Des très bons banquiers, des gens humains. Voilà, tout à fait. Alors ça c'est quoi? C'est les poules? Ça c'est mes poules pondeuses. Donc c'est des œufs que vous avez ramassés et vous faites des œufs aussi? C'est ça. J'ai un lot de 250 poules en compte. Ben oui. À chaque marché, je reviens, j'emmène 300 ou 400 œufs et à chaque marché, je vends tous mes œufs. Vous pourriez produire le double, que ça partirait presque? Je pense, oui. Avec du temps, oui. Bon, donc le consommateur, hein? Le consommateur revient au marché. De Charente-Maritime, il repère les bons producteurs. Qui n'est pas plus bête qu'ailleurs, il les connaît. Bah écoutez, c'est quand même encourageant. Ça, c'est encourageant d'une manière générale et c'est encourageant pour Maxime. Donc voici la poussinière. Pas les affoler. Les piou-piou. Extra. Combien de poussins en ce moment? 800 poussins poulets et 150 pintas d'eau. Bon, bah c'est très très bien. C'est formidable, mais c'est vraiment un sauna ici. Hein. Ah, c'est un sauna. Quelle température? Sous les radiants, 35. 35, ah oui. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, Perico? Ah ben, c'est rassurant de voir qu'on peut faire de la quantité. C'est à grande échelle. Exactement. Hein, c'est naturel et ça respecte l'environnement. En tout cas, ça signifie qu'il y a de la demande. C'est ça qui est le plus rassurant. Le citoyen prend conscience. Avant que vous partiez, je vais vous présenter les bâtiments tels que je les ai pris. C'est un bâtiment qui fait 100 mètres de long sur 10 mètres de large. Mon Dieu. Il y avait 4 lignes de production de poules pondeuses en cage. Et les cages étaient en pyramide. Et il y avait 3 étages de poules qui vivaient l'une au-dessus de l'autre. Et les œufs étaient convoyés et ramenés pour être acheminés à un centre de conditionnement. C'est-à-dire combien de poules? Sur l'élevage complet, 40 000 poules. Pour combien d'œufs? 37 000, 38 000 œufs par jour. Et là, vous êtes à 250 poules? Moi, 250 poules. Pour 210 œufs? 210 œufs par jour. 210 œufs. Ce tas de gravats, c'est les ruines du passé, d'une époque révolue, là. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 60 ans, quand on a décidé de transformer les campagnes en usines? Je pense qu'on sortait de l'après-guerre. Il fallait nourrir le pays. Il coûte combien, le poulet? Je le vends à 8,80 € du kilo. D'accord. Le poulet, il faut se baser sur des poulets d'une moyenne de 2 kilos. Et un poulet de batterie ordinaire, c'est combien? On peut en trouver à 2,50 € du Vous kilo. vous rendez compte? Il y a un enjeu financier, c'est clair, hein, pour le consommateur. Bien sûr. Mais il y a un vrai choix de vie. Ah, complètement, on a changé d'époque, là. On passe d'une exploitation intensive de poulet à quelque chose à taille humaine, de qualité. Quand on va le découper, le poulet, il se dépiotera pas tout seul. Voilà, et ça aussi... La chair se tient. La chair se tient. Bon, ben on le goûtera ce soir, puis on pensera à vous. Ah, tout à fait. Merci.
Je rêve de voir un vrai beau melon des Charentes. Donc, je le sens d'ici, le melon. Voilà. Sur l'année, on cultive une cinquantaine de légumes différents, 5, 10, 15 variétés par légume. Voilà, une serre de tomates, aubergines. Alors ça, c'est les tomates cerises. Vous avez mis des aubergines au milieu des tomates? Ben oui, oui, oui. On se croirait dans une forêt tropicale. Hein. Mais c'est ça. C'est ça. Oh, quelle merveille. Ça, c'est la cerise noire. Mais elle est très bonne, très très bonne. Ah oui, elle est... Merveilleux, ça. Le mythe de la tomate, qui est un légume, un fruit assez simple, qu'on a les pires difficultés aujourd'hui en France à trouver ayant du goût. Il y en a des millions de tonnes qui sont déversées sur le marché. Et quand on en goûte une qui a du goût, c'est une vraie émotion. Comment on peut arriver à avoir des tomates sans goût à ce point-là? Eh bien, parce qu'il faut que les tomates tiennent au transport, au conditionnement, qu'il n'y ait pas de perte, que ça dure le plus longtemps possible. Et c'est les critères de sélection de la tomate. Le goût, il vient après. Les melons sont où? On veut goûter du melon maintenant. Donc, le melon charentais. Il est mûr celui-là ou non? Oui, celui-là est mûr. Il faut lui renifler un peu les fesses. Et puis, ouais. Alors, c'est la première fois que je vois un melon charentais en territoire charentais. Ah, quand même. Et voilà. Fallait pas passer à côté de ça. Ah oui, oui, regardez. Allez, une petite lichette. Ça, c'est du melon qui a été cultivé avec amour. On dit que le bonheur est dans le pré. Moi, je trouve que le bonheur est chez les maraîchers. C'est incroyable, le parfum, la texture. Imaginez que la demande explose. Vous pouvez vous produire plus, il faudrait quoi? Que vous développiez, que vous embauchiez, mais est-ce que vous avez la capacité de le faire? Il y a de la place pour tout le monde et le marché est porteur. Je pense que l'avenir est dans ce sens-là. De la qualité et des circuits de distribution en cours. Corinne, c'est pas mal comme discours, ça. On va s'y mettre. Mais voilà. La sénatrice adore ramasser les patates. Pour faire voir aux La collègues. sénatrice, Aux patates. la sénatrice Au champ. faisait son potager il y a quelques années. Et vous faisiez la cuisine pour vos C'est enfants. dans une autre vie. Et je reviendra. faisais la cuisine. Maintenant, elle est pharmacienne. Elle vend des médicaments. Elle s'enrichit avec la malbouffe. C'est-à-dire, tous les gens qui sont malades, ils vont chez Madame Humbert chercher des médicaments contre la Et malbouffe. j'essaie de leur passer des messages de bien manger. Je n'en doute pas. Ah, Corinne, je vois qu'ici on est en zone viticole, mais il y a quand même des vaches. Il y a quand même des vaches, effectivement, mais il était important que nous puissions découvrir le vignoble Pinot des Charentes, par exemple. Nous allons rencontrer un jeune viticulteur, Julien Rouget, qui est à Chermignac, à côté de ça. C'est lui qui a des responsabilités syndicales, me semble-t-il. Tout à fait. Bonjour Julien, vous allez bien? Bonjour, très bien, et vous? Bonjour Julien, Thierry Bonjour. Collignas. On fait des prières pour avoir un peu de pluie? Ah oui, comme vous dites, on fait des Elle prières pour aimerait avoir bien de la boire, pluie. je crois, là. Hein. Oui. La vigne à soif, Oui, le parce que raisin. les raisins, comme vous pouvez voir, on a très peu de baies qui sont volumineuses et qui vont nous apporter du jus et toute cette valeur aromatique, pour l'instant, voilà, c'est très inquiétant. La tendance dans la vigne à se plaindre du trop d'eau, hein. Tout à fait. Trop de soleil. Là, c'est pas assez d'eau, trop de soleil. Oui, Et pourtant, il est hors de question de revenir sur l'interdiction d'arroser. Le vin, voilà, c'est pas... exactement. En France, les vins d'appellation n'ont pas le droit à l'arrosage. On considère qu'une vigne n'est pas un potager et que l'effet millésime et l'appellation d'origine, elle est sans l'intervention de l'homme au niveau de l'eau. Ou on change tout et on met sous serre. Et donc il n'y a plus de gel, il n'y a plus de soleil, voilà, mais c'est plus un vin d'appellation d'origine, c'est un vin industriel. Exactement. Voilà. Et l'éthique du vin français, c'est on ne touche pas au climat, on ne touche pas au millésime. Voilà, exactement. Là, vous estimez la baisse de rendement à combien? 20% sûr. Bon, ça ne vous empêche pas de garder le sourire, hein? Il faut, quand on est agriculteur, on a toujours des défis météorologiques. Cette année, c'est vrai qu'on a eu la totale, mais voilà, tous les ans, on a notre lot de problèmes, donc il faut garder le sourire et aller de l'avant. Ça, c'est important, toujours. Mais vous avez plusieurs activités agricoles dans l'exploitation? Tout à fait, voilà. On a aussi une grosse partie élevage avec des vaches charolaises. C'est important d'avoir deux productions qui ont deux chiffres d'affaires différents, même si cette année, voilà, le cours de la viande est tellement bas que, bon, c'est pas la viande qui va nous aider à vivre de notre métier cette année. Vous affichez ostensiblement votre appartenance aux jeunes agriculteurs. Là, dans l'urgence immédiate, quels sont les enjeux les plus graves? Pour l'instant, c'est vraiment assurer la pérennité dans les filières d'élevage. On travaille à perte. Et cette année, rajouter à cela le prix des céréales et les mauvais rendements, ceux qui sont un peu polyculteurs et qui espéraient, avec les céréales, se refaire un petit peu de trésorerie, cette année, ils sont dans le rouge complet. Corinne Imbert, ça fait 20 ans que j'entends cette population se plaindre des mêmes mots. Et ça fait 20 ans que j'entends la classe politique, dans sa diversité, leur expliquer que tout va s'arranger, que la PAC, que l'Europe, qu'on va faire ce qu'il faut. Ils sont en train de se suicider pour certains. On leur a menti à ce point-là? Je crois qu'on leur a
pas menti volontairement, mais je crois qu'on s'est profondément trompé. C'était le système de la pensée unique. On a voulu imposer un système et du coup ils se sont fait étrangler. Et aujourd'hui il y a des drames qui se passent au sein des exploitations agricoles, il y a des suicides, c'est vraiment catastrophique et ça ne peut plus durer comme ça. Il faut un vrai courage politique. C'est peut-être aujourd'hui ce qui m'importe le plus dans ma vie de sénatrice, c'est le courage politique. J'attends du courage politique de ma part et de la part des autres, dans l'intérêt de notre pays. Il faut qu'on retrouve une autorité en Europe pour imposer notre modèle agricole. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, c'est vrai, croire en l'Europe, croire en un changement. Mais honnêtement, aujourd'hui, on a beaucoup de mal à y croire parce qu'avec des dirigeants aussi ultra-libéraux qu'on a en ce moment et qu'on a presque toujours eu, je crois qu'on n'est pas prêt d'avoir cette prise de conscience. Et je pense qu'on est vraiment sur deux schémas très différents, un schéma européen, un schéma français. Nous, on est plutôt sur une agriculture, on a envie de retrouver le terroir, le local, la proximité avec le consommateur. Et on voit bien que toutes les politiques européennes vont à l'encontre de tout ça pour produire à outrance et la qualité, elle passe ça derrière. Mais il est très bien ce Julien Rouget, ma chère Corinne. Très bien. Il fait très plaisir à entendre. Vous voyez, vous avez bien fait de venir en Charente-Maritime. Oui, ça, regardez, tout ce qu'on voit aujourd'hui est magnifique. Ce Pinot des Charentes, vous croyez qu'on peut le goûter? Et avec grand plaisir. Donc voici notre chai. Voilà. Oh, joli comité d'accueil. Avec notre différentes gammes, donc avec le Pinot des Charentes, le traditionnel Pinot, le cognac. Ah bah, il a des munitions. Voilà votre papa. Voilà, mon père qui a même Bonjour monsieur. le Pinot qui était au frais. Vous êtes le bienvenu. J'aime bien le blanc, j'écoute le rosé là. Mais je préfère le rosé. Deux produits différents. Vraiment très bon. Une belle conclusion sur ces arômes un peu cognaciens, qui évoquent déjà la légende du cognac. Hein, on rentre, vous voyez, en Charente-Maritime, on passe de l'océan, les maraîchers, les vaches, on a vu des choses formidables. Maintenant, il faut qu'on dîne chez Madame la sénatrice. Je conclurai bien ce repas avec un pinot. Qu'est-ce qu'on peut prendre, un rosé? On peut prendre un pinot rosé et puis j'emmènerai un petit peu de vin de pays charentais également. Très bien. C'est bien comme ça, Perico? Parfait. Et voilà. Merci. Est-ce qu'un sénateur peut, aujourd'hui, depuis le Parlement, ou faire en sorte que les choses bougent? On a su faire des plans pour la ville. Pourquoi on ne ferait pas un plan pour la ruralité et pour la défense de l'agriculture? Ça, c'est un vrai sujet. Mais ce qui m'a frappé aujourd'hui, nous avons rencontré plusieurs personnes. Au-delà de leur jeunesse, ils avaient tous le sourire, malgré les difficultés. Et c'est ça qui l'emporte aujourd'hui chez eux. Et je trouve que c'est respect. On n'a pas de baguette magique, on ne fera rien tout seul, mais peut-être qu'ensemble on va y arriver. Eh bien, nous concluons sur ce message optimiste, en étant plus que jamais persuadé que Manger c'est voter. Corinne Imbert, merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui à travers ce territoire qui nous a réservé des surprises. Quant à nous, je vous dis à très bientôt pour un prochain Manger c'est voter, dans des circonstances, j'espère, aussi cordiales et conviviales, et aussi passionnantes par rapport aux hommes et aux femmes que nous avons rencontrés. Ce sera sur Public Sénat, bien entendu. À très bientôt, merci.